Oh, Voilà, c'est Jitsi, c'est beau. Donc, merci d'être venu pour Immersion en gène, pour l'analyser. Une présentation qui est surtout sur tous mes points de vue, mais qu'on a pas mal discuté avec Axel, et Axel qui va discuter avec moi, peut-être me contredire, j'espère, pas mal de fois, puisque la spécificité de notre relation, c'est qu'on se contredit beaucoup entre scientifiques et entre militants, militantes, etc. Donc, qui sommes-nous rapidement, parce qu'au final, tout le monde s'en fout ou nous connaît. Moi, j'entame un doctorat en sociologie en partenariat entre un labo et une société de jeux, si tout va bien, en novembre pour mon anniversaire. Et de son côté, Axiel, si tu veux te présenter. puisqu'on est censé ne pas être d'accord sur la présentation, je t'invite à me présenter. Je présente Axiel sous le terme de Axiel fait de la recherche de manière indépendante, puisque Axiel va publier des articles sans être rattaché à un laboratoire, ça s'appelle de la recherche indépendante, et non pas juste titulaire d'un master. Mais Axiel préférait mettre titulaire d'un master parce que je ne sais pas pourquoi, parce que ça me semble incohérent. Parce que en ce moment, je glande quand même pas mal, il faut le dire, et j'ai pas l'impression d'avoir la rigueur en termes de travail pour dire que je fais de la recherche en indépendant. Peut-être que ça reviendra, mais là de suite, franchement, pas trop. Exactement, et donc c'est pour ça, c'est parce qu'on aime bien, voilà, des trucs un peu paradoxaux comme ça, c'est cool. Exactement, je vous invite à aller à son atelier pour mieux comprendre pourquoi cette personne refuse de dire que c'est de la recherche indépendante alors qu'elle en fait plus que moi. La raison pour laquelle on fait les choses ensemble, c'est qu'on a outre une amitié, on a une méthodologie de recherche qui est en commun, qui est empirique, c'est-à-dire basée sur un terrain. Quand on parle de terrain, c'est de l'observation, que ce soit s'observer soi-même, ou observer d'autres personnes, ou observer différentes choses, comme par exemple des questionnaires, c'est empirique, donc c'est un terrain. Je simplifie facilement. On a fait donc de la participation observation, c'est-à-dire qu'on a participé au terrain qu'on observait. En l'occurrence, le GN, on a participé au GN qu'on observait, et en l'occurrence pour Axiel, a participé également à la communauté observée, tandis que moi j'ai surtout participé à la micro-communauté autour d'un GN, donc un petit peu avant, un petit peu après. On a fait de l'auto-ethnographie, c'est-à-dire qu'on a écrit en fait tout ce qui nous arrivait de manière à garder note et prendre du recul en fait par rapport à ce que on a vécu. Et donc c'est ce recul en fait qui en fait quelque chose d'un petit peu plus scientifique. On y reviendra sur la question de scientificité. Et on a fait également des entretiens avec des personnes qui jouent et des personnes qui organisent, ce qui nous a permis d'avoir plus de terrain, c'est-à-dire plus de matériaux écrits, d'observation de terrain, donc de matériaux écrits qui nous permettent encore une fois de prendre du recul par rapport à nos objets. Alors pour moi, je distinguerais quand même le terrain et les entretiens, parce que c'est deux méthodologies différentes. C'est vrai. Et voilà, c'est quand même deux choses différentes, même si ça, c'est en connexion et c'est compliqué de faire des entretiens avec des gens avec qui on n'a pas fait de terrain, à mon sens, mais bon, il y a quand même entre les deux. Et ça, c'est la dernière partie, justement. L'accès au terrain donné par le fait de participer. C'est-à-dire que les gens vont plus nous parler s'ils nous ont vu jouer avec, plutôt que si on est, je sais pas, journaliste chez La Croix. Moi, j'ai également analysé les mécaniques de jeu des GN observés, ce qui est encore une méthodologie différente. Mais voilà, on a ce point commun et du coup, on part de ce point de vue, de ce point commun, ce qui nous amène à présenter un peu le contenu de la conférence. C'est-à-dire que plutôt que de vous présenter ce que moi j'ai appris sur Légion, vu qu'on fait le truc à deux, on va plutôt parler de scientificité dans l'analyse de GN. Avec une définition très floue de ce que c'est scientifique. Scientifique, ça ne veut pas dire supérieur à toutes les autres opinions. Désolé, non, c'est pas ça. C'est juste une perspective qui vise la production de connaissances la plus objective possible, possible étant très important, de manière à être partagée. Donc voilà, c'est une définition qui n'est pas du tout académique. Et d'ailleurs, la conférence n'est pas académique non plus, n'est pas scientifique non plus. Donc, je vous invite, Ah, si jamais le. j'ai Vas-y, dit, pardon. j'ai dit à quitter la pièce, pardon, c'est compliqué. Oui, quittez la pièce. Je vous prie de quitter la pièce le plus vite possible si jamais ça ne vous intéresse pas.
Je vous vois, vous êtes enregistré, mais je vous invite à quitter la pièce. Le consentement, c'est beau quand même. Non, mais en vrai, il n'y a aucun souci, même pendant, si on parle trop vite, etc. D'ailleurs, vous pouvez faire signe à Axiel, puisque la présentation est faite principalement par moi, en discussion avec Axiel, comme on vient de le voir. C'est-à-dire que ça va être un petit peu similaire tout le reste du temps, à ceci près qu'on est déjà en retard, donc on va devoir accélérer. Et on espère donner quand même du temps pour les questions, remarques. Donc faites signe à Axiel qui agit en tant que modo et donnera la parole à qui le mérite. La notion de mérite étant évidemment dans ce petit contexte pas du tout celle de la société habituelle. Donc en l'occurrence, qui le mérite, c'est pas un ordre chronologique, mais qui a pris peut-être le moins la parole, qui a le moins la parole de manière générale, etc. Et n'hésitez pas à lever la main pendant les slides, même si on vous donne la parole à la fin. Moi, je prendrai quand même en note. Je décris mes actions. Mickaël fait un pouce en l'air pour valider, puisque j'ai plus la caméra. Dernier point, le sommaire. En gros, on voit 4 points. Pensez passer 10 minutes par chacun, mais on va devoir essayer de faire un petit peu plus vite. Le premier, donc, c'est un plagiat de la conférence de ce matin. Oui. Le deuxième, pardon, excusez-moi, mais non, ça va être notre point de vue sur la conférence de ce matin. Le deuxième, c'est les croyances et superstitions qu'on peut avoir sur le GN, et donc il faut, donc, si on essaye d'être les plus objectifs possible, s'éloigner. Troisième, c'est les formes de production de savoir, et donc quand vous tombez sur un article, à quel point en fait vous pouvez lui faire confiance quelque part. Plot twist, vous pouvez faire confiance à personne. Voilà, on n'est pas à la ville, mais vous ne pouvez pas faire confiance à qui que ce soit en termes académiques, puisqu'il faut juste se baser sur la méthodologie. Et dernier point, la limite des méthodologies, y compris celles qu'on a utilisées. Bon, commencer sur les chapeaux de roue, le plagiat de la conférence de ce matin. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui y était, qui peut résumer? Sinon, Axiel s'en occupe. Ah oui, non, cette personne ne peut pas prendre la parole publiquement, je crois. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut bien résumer? Axiel, tu veux essayer de résumer, s'il te plaît? Moi et tout. Je ne vais pas faire un résumé à la convergence qui va prendre 25 minutes. Donc, je vais juste dire, le terme d'immersion, c'est quelque chose qu'on utilise un peu à toutes les sauces qui veut pas vraiment, qui ne correspond pas à une réalité délimitable de façon simple. Et si on veut commencer à réfléchir, il faut s'en détacher. C'est, je crois, j'imagine ce qui a été dit. Et donc, en fait, non seulement il n'y a pas de définition consensuelle, mais d'un point de vue, de notre point de vue de gens qui observons les GN, c'est aussi une métaphore qui est inexacte, en fait, qui nous gêne, puisqu'on est dans un GN, on fait des allers-retours constants entre guillemets, ce qui va être décrit comme dedans et ce qui va être décrit comme dehors. On fait des allers-retours constants, c'est quelque chose qui a été observé pas mal de fois. Donc, et j'imagine peut-être que ça a été dit ce matin, on fait des allers-retours constants. Donc, la métaphore, elle est inexacte. Donc là, le côté sociologique, je ne sais pas si la personne de ce matin sera d'accord avec ça. Elle peut faire un signe. Pas de signe. Donc, côté sociologie, on va regarder de quoi on parle quand on parle d'immersion. Dans tous les jeux, en fait. D'ailleurs, toute la conférence, on parle de GN, mais ça pourrait être pas mal d'autres jeux. D'une part, je voulais vous faire peut-être participer, mais je vous laisse réfléchir une seconde à ou même me le dire à haute voix, un mot, en faisant en sorte de ne pas parler tous et toutes à la fois, un mot qui est équivalent d'immersion pour vous. Tu as dit Plongeon. Plongeon. J'ai entendu Flo. Et là, il Milan. Oui, c'est ça. Et là, il Mélène. Donc, la version finnoise. Pour Ali. Le flou. Le Flo, ouais. Confusion. Ok, on s'approche pas mal de mon bingo. Donc déjà, de base, soyons clairs, on parle d'un état subjectif, donc c'est ce qui se passe dans la tête de la personne. Est-ce que c'est possible de savoir ce qui se passe dans la tête d'une personne?
C'est compliqué, donc on va essayer d'être à nouveau les plus objectifs possibles. Donc on va peut-être mettre des électrodes sur sa tête, ou on va l'observer, essayer d'interpréter, ou alors on va l'écouter parler. Dans tous les cas, effectivement, bingo, flow. Je prendrais bien une minute d'hommage à la personne qui a inventé le terme, qui malheureusement est très récemment partie. Donc, le fait d'être dans le flow, c'est d'être concentré, motivé. Donc, souvent, pour parler d'immersion, en fait, on parle de concentration. On utilise le terme pour dire concentration. Ah, j'étais tellement en immersion que j'ai pas vu les trucs autour de moi, etc. Mais à la fois, on reste pas concentré tout le temps, en fait. Quand on prend le café le matin d'après un GN, alors que on est dedans, on n'est pas forcément immergé, pas forcément dedans. Pareil, on parle aussi pas mal alors je ne saurais pas le dire, le terme finnois, mais notamment d'être dans la fiction. C'est un sentiment de présence, sentiment d'habiter les lieux, d'incarner le rôle. Mais à nouveau, on fait des allers-retours. Parfois, on tord un peu le rôle, donc sans utiliser des gros mots, on tord un peu le rôle pour aller se rapprocher de potes, aller chercher du jeu dans la forêt interdite, alors que ça n'a aucune logique que votre personnage de Hermione Granger aille dans la forêt interdite. Ça serait vraiment très mal écrit de votre part. Mais voilà, on tord le rôle, donc quelque part, est-ce que vraiment on est en train de... Non, mais on a cette impression. Les deux sont vrais, hein, concentration, fiction, plus ou moins vrai. Il y a la sensation de participer à un événement, à quelque chose d'éphémère, à peut-être une création, peut-être à un groupe aussi, l'idée de faire partie d'un groupe, un groupe flow notamment. Mais à nouveau, voilà, pour moi, ces trois points-là sont assez inexacts. Et je préfère, mais c'est vraiment une préférence et c'est évidemment sujet à discussion. Par exemple, Axiel utilise le terme immersion après l'avoir défini. C'est ça qui est important, c'est de définir si jamais vous l'utilisez. Moi, je préfère la notion d'engagement. Donc, coucou Coralie. Également pour la référence à Kaira. La notion d'engagement, en fait, elle permet d'imaginer un processus qui est fluctuant, qui n'est pas toujours le même et qui peut se porter sur différentes choses. Il peut se porter sur la fiction co-créée ou intercréée, la fiction diégétique, c'est-à-dire qui existe déjà avant, qui a été écrite avant qu'on commence à interagir, l'intrigue, le fait qu'il y ait d'autres personnes, le moteur, les mécaniques de jeu. On peut s'engager dans chacune de ces choses séparément, ou les défis portés par le jeu. On peut s'engager dans chacune de ces choses séparément, plus ou moins, pendant la partie et même en dehors de la partie. Et c'est pour ça que j'aime bien voilà, cette référence à Kaira que je vous donnerai à une autre fois parce que j'ai pas fait la biblio, parce que c'est très mal, mais qui est médial, vous cherchez, comme ça s'entend, le modèle médial. J'aime bien cette idée, elle est complètement imparfaite, elle ne permet pas de représenter complètement fidèlement la réalité, mais toutefois, je la trouve assez intéressante comme alternative au terme très générique, surexploité et non consensuel, et souvent non défini d'immersion. Donc immersion piège à con numéro 2. Voilà. Est-ce qu'il y avait des questions, des remarques, des choses comme ça? Ou est-ce que j'essaie de rattraper notre retard? Ouais, je t'invite à essayer de rattraper le retard. Ok, n'hésitez pas quand même à faire signe à Axiel. Axiel va le noter et potentiellement décidera si ça vaut le coup ou pas. Croyances et superstitions. Les stéréotypes, en fait, surtout, quelque part, qu'on va avoir, c'est des stéréotypes qu'on va retrouver souvent dans pas mal de types de jeux différents, mais qu'on retrouve pas mal en GN. Donc, à nouveau, là, c'est pas du tout scientifique, hein, c'est pas une analyse une analyse de terrain qui me permet de dire ça. Enfin, il y en a quelques-uns, je pourrais trouver des références, mais voilà, c'est pas une analyse de terrain super fiable non plus. C'est plutôt de l'expérience. Il y a le premier, enfin, je ne les ai pas mis dans un ordre particulier, mais le GN est juste un jeu.
Donc, on va pas forcément apprendre des choses, on va pas forcément, va pas y avoir forcément un truc artistique dans le GN, va pas y avoir un truc forcément thérapeutique ou transformatif qui se passe dans le GN. C'est juste un jeu. À ceci près que un jeu, ça reste une activité humaine en fait. Et dans les activités humaines, je dis pas que toute activité permet d'apprendre. De toute façon, les trucs à base de tout ou rien, c'est pas scientifique. Mais c'est une activité humaine, donc on a des chances d'apprendre des choses. En l'occurrence, quand on participe à un jeu, il y a un truc qu'on apprend au moins. On apprend, à votre avis, c'est quoi? Si on devait parler, jouer ensemble à Love Letter, quel est le premier truc qu'on apprendrait? Ouais, Fabrice? Pardon. Il y a Julien, ouais. Ah, Julien, pardon. Respecter des règles. Bah ouais, le premier truc qu'on apprend, c'est les règles du jeu. Et dans le cas du jeu de rôle ou du GN, en fait, il y a un deuxième truc qu'on apprend qui est beaucoup plus implicite, parce que les règles sont beaucoup plus floues, beaucoup plus flexibles, beaucoup plus changeantes. Je me réfère notamment à une thèse d'une personne ici présente pour dire ça, qui n'est pas malheureusement pas mise, mais je vous réfère à David 2015 en plus des références en bas là. Voilà, les règles, elles changent au fur et à mesure de la partie, parce qu'en fait, il y a des attentes sociales aussi qui se négocient en permanence de manière implicite et explicite durant la partie. Le cadre de jeu est négocié constamment. Et donc, quelque part, en fait, cette flexibilité, on doit l'apprendre. Et donc, vous imaginez bien, je vous incite à imaginer vos premières parties de GN et vos parties de GN maintenant. Donc, je ne sais pas à quel point vous êtes débutant et débutante. Et voilà, dans vos premières parties de GN, peut-être que vous respectiez beaucoup les règles, peut-être que vous respectiez pas du tout les règles, peut-être que vous aviez du mal à comprendre ce qui était autorisé, ce qui n'était pas autorisé, que vous vous êtes senti floué de ne pas avoir compris ça. Mais voilà, il y a des règles implicites qu'on apprend aussi. Donc au final, déjà, on apprend énormément. Ensuite, pour la question de c'est de l'art, c'est pas de l'art, je vous renvoie vers d'autres disciplines que les nôtres. C'est thérapeutique, c'est pas thérapeutique. Bah, est-ce que parler à des potes autour d'une bière est thérapeutique? Bah, potentiellement oui, en fait, ça dépend ce qu'on met derrière, mais sincèrement, dire absolument le GN, ce n'est pas thérapeutique, ce n'est pas artistique, ce n'est pas apprenant. J'ai pas dit politique, vous noterez. Je rentre pas là-dedans, mais enfin, voilà. C'est la même chose que artistique, on va dire. C'est absurde. En revanche, pour moi, c'est aussi absurde de dire qu'il est par nature apprenant, artistique, thérapeutique, c'est plus qu'un jeu, c'est mieux qu'un jeu, c'est plus fort qu'un jeu. Cette idée aussi, on la retrouve vraiment depuis des milliers d'années, en fait, sur les discours portant sur le jeu. Encore une fois, ça, c'est des discours. Et donc voilà, encore une fois, c'est une activité humaine. Donc, comme toute activité, ça a le potentiel d'apprendre, d'émouvoir, de générer de l'introspection. Quand on se balade dans un quartier, on apprend à mieux le connaître, etc. Cependant, on peut déjà, gardons en tête qu'on peut apprendre des choses qui sont fausses. On peut apprendre voilà, des choses qui sont fausses, hein, donc c'est tout à fait possible. Mais voilà, le fait que par nature il est apprenant ou autre, je trouve moi que c'est une croyance et que si par exemple on le comparait à autre chose, par exemple si on disait on apprend mieux via le GN, si on le comparait à un cours classique, pourquoi pas? L'état de l'éducation actuelle n'est pas mirobolant, mais si on comparait à un cours qui avait des aspects vraiment interactifs, sociaux, de droit à l'échec, d'engagement autotélique, d'engagement où on est vraiment quelque part content de s'engager dans l'apprentissage, c'est des avantages du GN, mais on peut les retrouver dans des cours qui sont bien faits en fait. Donc à mon avis, à nouveau, c'est un stéréotype. Là, je crois qu'on est un petit peu en désaccord avec Axiel. Ouais, mais on n'a vraiment pas le temps de... On est toujours décalé? Ouais, d'accord. Ouais, bon, grave. Ça marche. Bon, ça va, on va rattraper. Et on gardera toutes les questions pour la fin. Il y a aussi le propos, en tout cas, on apprend davantage dans les GN littéraires ou artistiques ou politiques. On apprend davantage dedans. Je sais pas, moi personnellement, j'avais pas fait trop énormément de camping avant de participer à un gros MassLARP français. Je
je sais pas, j'ai appris l'escrime ludique dans des gènes qui n'étaient pas trop littéraires ou artistiques. J'ai appris aussi des chansons paillardes. J'ai appris, je dis pas que c'est bien ou mauvais, hein, j'ai appris aussi parfois des cultures alcooliques. J'ai appris aussi des choses sur moi-même. Au final, le côté apprenant artistique et thérapeutique, je l'ai tout à fait vécu en fait dans des jeux qu'on va potentiellement, que certaines personnes de manière méprisante vont qualifier de gamistes. C'est pas toujours méprisant, mais souvent c'est utilisé comme ça, désolé. Qui vont dire voilà, c'est juste un jeu, alors que nous c'est plus qu'un jeu, et qui vont faire des distinctions en fait entre les différents types de jeux. Bah faites pas ça. Déjà pour moi, mais je sais que c'est une opinion pas forcément populaire. Pour moi, c'est du mépris de classe. C'est-à-dire qu'on va regarder de haut les choses qui sont plus populaires, mais à la fois, je pense que c'est à nouveau inexact en fait. Tout GN peut avoir ses potentialités. En fait, déjà, ça dépend du GN. C'est facile à dire. D'autre part, c'est quoi un GN? Est-ce que c'est un GN quand c'est en ligne? Est-ce que c'est un GN quand c'est un jeu de rôle, mais qu'on demande aux gens de jouer une scène avec leur corps, etc. Bah, voilà, déjà, on est sur des objets qui sont relativement flous. Donc, prenons plus de recul. Essayons de regarder de quoi on parle exactement, de quels aspects des GN on parle, plutôt que d'essentialiser en disant tous les GN sont comme ça, aucun GN n'est comme ça, mes GN et pas les autres sont comme ça. Déjà, je pense que ça serait une bonne chose. Voilà, j'enfonce peut-être des portes ouvertes pour les personnes qui sont présentes ici, hein. Mais pour moi, c'est des croyances et des superstitions. Dernier et ma préférée, et je vais aller vite. Oula, je suis allé trop vite. Dernière et ma préférée, c'est l'empathie. Le GN développe l'empathie. Ah oui, bien sûr. Il y a la même chose chez les jeux vidéo, hein. Dès qu'on fait un jeu vidéo sur une minorité marginalisée, tout de suite, c'est le discours, ça va être il favorise l'empathie. Comme si déjà il avait été fait pour des groupes dominés, pour qu'ils se les approprient et qu'ils apprennent l'empathie envers des groupes marginalisés grâce au jeu en question. Mais non, il n'a pas été fait pour vous, ça se trouve, il a été juste fait pour s'exprimer, ça se trouve, il a été fait pour d'autres personnes marginalisées. Soyons clairs, il ne génère pas nécessairement de l'empathie, déjà, de base, pour les raisons que j'ai citées à l'instant. Mais vraiment, mon exemple préféré, c'est jouer dans les chaussures d'eux, ou jouer à être opprimé, faire du tourisme d'identité, quelque part, pour reprendre les propos de Nakamura, qui n'est pas cité dans La Petite Barre en bas, mais qui est cité par Ruberg dans La Petite Barre en bas. Le tourisme d'identité, pour moi, c'est ça, en fait. Jouer à être opprimé, c'est un peu ça. Les designers qui ont fait ça, en fait, les designers notamment nordiques, mais pas que, qui ont commencé à faire ça, ils ont commencé aussi à faire un gros recul dessus et à dire, bah, non, en fait, on se rend bien compte que les gens, ils en sortent en disant ah là là, qu'est-ce que c'est dur d'être gay dans les années 80. Et puis, ils continuent à avoir des clichés homophobes, en fait. Ils vont aller jouer, je sais pas, ils vont aller jouer des SDF. Il y a un GN au Danemark dans les années 2010 où il y en a plusieurs qui ont fait jouer des SDF et les gens en sortent, en fait, ils ont finalement parfois renforcé leurs clichés s'ils n'étaient pas concernés par le sujet. Voilà, donc pareil pour les GN visant à jouer des femmes, des personnes trans, des personnes asexuelles, des personnes de toute marginalisation. Je connais pas beaucoup de GN où on jouait des personnes noires pour parler de leur oppression, et j'ai pas trop envie d'en entendre parler de toute façon. Mais voilà, même les designers qui écrivaient bien les oppressions, je parle pas des autres designers opportunistes qui ont saisi un petit peu le train en marche et ont essayé d'obtenir du statut avec ça. Les personnes qui écrivaient bien les oppressions en sont revenues. Donc non, le GN ne fait pas nécessairement de l'empathie. Vous voulez un GN qui crée de l'empathie, faites en sorte que ces mécaniques de jeu créent de l'empathie. Bonjour Melville. Et donc, si les GN développaient de l'empathie, pour finir sur une vanne, si les un petit peu plus sympa, si les GN développaient vraiment de l'empathie, imaginez bien que les gens qui font du GN depuis 20 ans ne débattraient peut-être pas autant de sécurité émotionnelle. La motivation derrière... Ah, j'ai pris du retard. La motivation derrière ces croyances, en fait, c'est à mon avis, globalement, une recherche de légitimité.
on argumente en fait que l'activité elle est utile. Mais non, en fait, l'activité, elle peut être complètement inutile. C'est OK aussi de juste prendre du plaisir ou de juste être dans le moment. On va argumenter qu'elle est utile, mais oui, elle est utile. Mais en plus, elle est tellement utile, elle peut devenir une source de revenus. Ça se professionnalise, hein, vous savez. Ça peut devenir un outil thérapeutique, vous savez, un outil où ça peut devenir une œuvre d'art. C'est beau, une œuvre d'art. En fait, c'est valide socialement puisque ça rentre en fait dans le grand champ des œuvres d'art participatives, vous savez. Et en plus, le GN, c'est pas une activité comme les autres, elle est mieux, elle est moins bien, ça dépend des GN. C'est différent de ce qu'on raconte. Vous savez, elle a des qualités par nature essentielles, intrinsèques. Tous ces arguments-là, en fait, quelque part, j'ai l'impression, ils visent à légitimiser notre activité, notamment parce qu'on a été peut-être, je dis on, hein, vous noterez, on a été attaqué pendant certaines années et on l'est peut-être toujours, hein, c'est bizarre, etc. Mais voilà, si on pose notre envie de légitimation 2 secondes, pour par exemple faire une analyse un peu plus scientifique des GN, potentiellement on se rendra compte que toutes ces croyances précédentes et d'autres, peut-être que vous allez en trouver d'autres et j'aurais été vraiment intéressé qu'on en parle, finalement elles vont nuire un petit peu à la recherche sur le terrain, quoi. Donc si vous avez des questions, faites signe à Axiel qui les notera pour qu'on en parle à la fin. Mais du coup, je vais continuer et on garde le temps qui restera à la fin pour les questions. Avant-dernier point, les formes de production de savoir. Donc production de savoir, c'est-à-dire l'article, je ne sais pas, d'un journal qui va parler de GN, ou le commentaire Facebook en fait qui va parler de GN, ou un truc scientifique qui va parler de GN, mais déjà, rien que dans le monde scientifique, en fait, il y a plein de choses différentes. Donc, à qui faire confiance? Comme je vous disais, faites confiance à personne. Déjà, je vais faire, c'est pas un tour d'horizon exhaustif ou scientifique à nouveau, c'est vraiment juste une petite idée pour lancer une inspiration. Parmi les disciplines qui étudient le GN, par exemple, et j'ai rangé des gens dedans, mais j'espère qu'ils m'en voudront pas parce que évidemment les frontières sont poreuses entre tous les styles. Notamment le style ou la tradition ou voilà interdisciplinaire. Il va y avoir dedans par exemple les game studies qui vont être plutôt théoriques. C'est un fourre-tout de plein de disciplines en fait. Il y a des gens qui font de la psychologie, qui écrivent dans les game studies, etc. Mais c'est le point commun est souvent que c'est plus théorique, c'est-à-dire que ça se base pas forcément sur un terrain ou alors sur très peu d'entretiens ou sur ce genre de choses. Ou on parle aussi de sciences du jeu pour les sciences du jeu à la française, qui sont pas exactement des sciences des game studies. C'est juste 2 écoles un petit peu différentes. En France, il y a des game studies, mais autour de Paris notamment, il y a un truc qui s'appelle des sciences du jeu qui sont plus empiriques, plutôt orientées sociologiques en fait. Deuxième point, il y a, vraiment pour faire très très large, hein, il y a les disciplines plutôt appliquées qui cherchent la pratique, donc l'application. Je pense notamment au tourisme, au territoire, à la formation, à l'enseignement, à la psychologie. Les choses qui vont viser à créer quelque chose d'utile à partir de ces études, ou qui vont faire même de l'expérimentation. Expérimentation, c'est-à-dire qui vont mettre en place un protocole d'expérimentation, qui ne vont pas observer quelque chose qui aurait lieu sans eux, quoi. Je simplifie énormément, désolé aux scientifiques qui sont dans la salle, en particulier Axiel. Plutôt fondamental, donc qui vise vraiment juste la création de savoir et non pas l'application. Notamment qu'on va retrouver en anthropo, en sociologie, en ethno. Encore une fois, c'est vraiment des très très larges. Voilà, ce n'est pas scientifique comme désignation, mais ça va être plutôt comme ça. Donc ça, c'est les gens qui vont se baser sur un terrain, qui vont vraiment chercher à prouver. Ils vont chercher à regarder un terrain et en tirer des conclusions. Idéalement, ils vont aller sur ce terrain et être surprise de ce qu'ils vont trouver. Alors qu'appliqué, les sciences appliquées vont plutôt essayer d'avoir une hypothèse, essayer de vérifier si elle est vraie, pas vraie, à quel point elle est vraie, s'ils apprennent quelque chose d'autre. Fondamental, en théorie, on est censé se faire la surprise. En pratique, c'est pas tout à fait le cas, justement, il faut être objectif, et c'est la slide d'après. Et il y a aussi la fan théorie.
Alors, dans ce très, très, très vaste terme, on va mettre en fait tout ce qui va être créé par des personnes dans un usage qui n'est pas de production de savoir académique, c'est-à-dire lié à l'université. Quand je dis académique, c'est lié à l'université. Et donc, c'est une littérature en sociaux qu'on va dire grise. C'est un peu méprisant aussi, hein, je ne vous le cache pas. Moi, la première fois qu'on me l'a dit, j'ai halluciné parce que, par exemple, un Knutebook, les bouquins auto-édités suite aux conférences nordiques Knutepunkt ou Solmukota, ces bouquins-là, il y a des essais, comme par exemple, j'ai écrit un truc sur la Jean-Michel technique pour utiliser le pouvoir du Jean-Michel pour jouer un personnage qui se sent autorisé à tout faire, qui a vraiment la confiance d'un homme blanc médiocre. J'ai écrit ça et c'est dans un Knutebook, mais c'est à côté d'articles faits par des personnes, des sommités scientifiques qui habituellement écrivent dans des revues de littérature scientifique, revues par des scientifiques, mais à la fois, si leur article, déjà il était revu par potentiellement des scientifiques qui éditent ce bouquin, mais qui ne l'éditent pas de manière scientifique, tout ça en fait, si ça vous paraît flou, c'est que c'est normal, parce qu'au final, la barrière entre le commentaire Facebook qui décrit moi, ma théorie, c'est que le gène provoque l'empathie grâce à ce gène provoque l'empathie grâce à ça, ça, ça. Ce commentaire Facebook ou ce blog, ce truc de blog, la limite entre ce commentaire de Facebook et un livre auto-édité ou un livre même édité par des gens, mais pas dans un contexte universitaire, elle est très floue en fait. Et justement, ce sujet de la scientificité, entre guillemets, il est beaucoup discuté justement. Il faut se poser la question. Et moi, je serais d'avis de regarder la méthodologie utilisée et l'argumentation utilisée pour chaque article et de les prendre potentiellement séparément. C'est un travail supplémentaire, mais voilà, si on regardait ce que des classiques comme Goffman, Bourdieu ou des gens comme ça, ou même des philosophes ont écrit, si on regardait ce qu'ils ont écrit, ils ne rentrent pas en fait dans les cadres de ce qu'on considère comme la littérature académique de nos jours. Donc, arrêtons de nous foutre de la gueule du monde. Et c'est pas forcément pour le mieux en fait qu'on a créé des revues peer-reviewed, pas que pour le mieux en fait. Ça nous permet d'éviter certains problèmes, mais ça en crée de nouveaux. Comme par exemple l'inaccessibilité de la recherche. Bon, Il reste voilà moi. pour le rant. Vraiment, c'est là. C'est la dernière slide, ça tombe bien. Très bien, nickel. Donc, comme on disait à la slide précédente, toute création de savoir est intéressante. On essaie d'être plus objectif possible, mais c'est pas toujours possible. Ça dépend de chaque processus. Chaque processus a son intérêt, y compris le processus qui va complètement consister à être complètement subjectif. Par exemple, dans certaines disciplines artistiques ou esthétiques, ça va être très subjectif. Ça va être vraiment une mise en relief de ce que la personne a ressenti et à analyser juste à travers sa participation. Donc, quelque part, il y a toujours de la subjectivité. Donc là, on va voir à quel point il y a de la subjectivité. Et on pourrait faire cette slide, elle pourrait être 3 présentations, 10 présentations, un cours entier, puisque je ne suis pas prof de méthodologie non plus. Mais voilà. Notamment, il y a les notions de immersion dans le terrain, participation, on ne va pas dire immersion, de participation à des scientifiques à leur terrain. Ça leur donne un accès privilégié, comme disait Axel tout à l'heure, mais ça aussi, ça va influencer le terrain. Par exemple, Björn Ole Kam, qui a fait un truc qui a commencé par écrire il n'y a pas de GN au Japon. Eh bien, il a provoqué une série d'actions, enfin, selon lui, en tout cas, il a provoqué une série d'actions qui fait que maintenant, il y a des GN au Japon. Parce qu'il y a quelqu'un qui est allé au Japon pour vérifier, qui a dit, moi, je pense qu'il y a des GN au Japon, et qui finalement a importé plus ou moins des GN au Japon, et maintenant, il y a des GN japonais. Donc, ne serait-ce que voilà, le fait que vous soyez là et que vous écoutiez deux scientifiques parler, ça vous influence. Donc, en fait, on influence notre propre terrain. Donc, il faut toujours faire gaffe à ça. Il y a aussi une proximité entre la posture d'engagement qu'on a en jeu quand on joue et la posture en fait de participation-observation de scientifiques comme Axiel et moi. Donc, je vous renvoie vers Axiel, vers Cazeneuve 2022 apparaître dans Analog Game Studies pour voir cette
cette posture d'immersion, le point commun entre les deux postures d'immersion. Il y a vraiment immersion dans le titre. Et il y a vraiment immersion dans le titre. Comme je vous ai dit, on n'est pas d'accord sur tout. Hein. Mais immersion est définie. La participation et l'accès à des personnes observées à la recherche est très importante aussi, parce que potentiellement, on va dire des trucs super tendax en fait quand on va les analyser. On va dire ah cette personne, elle avait l'air, je sais pas, elle a dit un truc raciste ou elle a dit un truc horrible. Quel accès, quel droit de regard, quel droit de réponse, quelle participation en fait. C'est une question éthique en fait qui est vachement importante. De savoir ce qu'on dit de vous et pas d'être infantilisé en disant les scientifiques parlent de vous et vous avez rien à dire. Quoi. Il y a la question de transparence envers leur terrain. Est-ce que je viens sans dire aux gens que je suis scientifique et que je viens pour observer? Nous, en tout cas, c'était pas du tout notre posture. C'était très clair qu'on était là pour observer. Et du coup, en fait, ça a généré aussi des comportements qui étaient différents de si on avait été secrètement en train d'observer. Mais ça veut dire aussi, est-ce qu'on accède, est-ce qu'on utilise les conversations Facebook des gens, les groupes Facebook privés, selon le GN, par exemple, un GN avec des gens marginalisés ou avec un sujet là-dessus, ça peut être un peu tendu. D'où le droit de regard, etc. Il y a aussi, et finalement, je conclus là-dessus, en fait, c'est la transparence des scientifiques envers elles et eux-mêmes. C'est-à-dire que si jamais vous êtes scientifique, même physicien ou physicienne, à un moment, en fait, le contexte dans lequel vous avez fait des découvertes est important. On s'aperçoit par exemple que une femme avait fait la même découverte qu'un homme qui l'a faite 20 ans plus tard, mais qui avait plus de soutien académique. Et donc, sa recherche a été davantage valorisée. Et finalement, on retourne vers la recherche de la femme précédente parce qu'elle était plus exacte. Et donc, le contexte est vachement important, en fait. Et c'est très important de se situer par rapport à son terrain, de savoir quel est votre style de jeu préféré, quelle est votre discipline, quelles sont vos croyances sur un terrain. Si par exemple vous avez, je ne sais pas, si vous êtes une personne marginalisée qui participe à un GN à propos des personnes marginalisées du même type de marginalisation, votre analyse ne sera pas la même que si vous n'en faites pas du tout partie et que vous êtes extérieur. Donc vous êtes à l'intérieur du GN, mais à l'extérieur de la marginalité. Il faut à un moment se poser des questions et se situer, et c'est vachement important. Et le mémoire de Cazeneuve 2018, justement, passe, comme on en parlait, 30 pages à se situer. 30 pages pour dire je suis ci, ça, voilà ce que je préfère, voilà ce que je considère important dans la vie, voilà quelque part les conditions, je ne parle pas de biais, les biais c'est autre chose, les conditions d'observation. Et si vous ne faites pas ce travail, et personnellement, et je vais être un peu provoque, que vous soyez physicien, physicienne, ou dans les maths, ou dans n'importe quelle science humaine, en fait, ça me semble capital. Au final, aucune méthode n'est parfaite et il faut chercher la moins imparfaite par rapport à ce qu'on veut observer, par rapport au terrain, par rapport aux questions qu'on se pose. Et il faut surtout documenter ses limites. Quoi. Pour résumer, en conclusion, analyser un GN avec un regard scientifique, c'est se poser des questions, notamment et principalement sur la place qu'on occupe à l'intérieur du champ. Parce que je vous parle à vous qui êtes à Betalarp, hein, vous participez déjà au champ en étant à Betalarp. Donc posez-vous des questions sur la place que vous occupez, les croyances que vous avez, les objectifs que vous avez. Je veux prouver que le gène provoque l'empathie. Pourquoi? Comment posez-vous cette question? Posez-vous la question aussi de votre situation et des limites de ce que vous présentez. C'est tout pour nous. Donc, vous avez une question Désolée, je n'ai pas laissé le temps de réagir. Merci. Melville, tu avais levé la main à la salle sur les croyances. Ouais. Bon, désolé, Mickaël, du coup, je vais commencer avec une question. Quand tu parlais de la légitimité, j'ai l'impression qu'il y a un point qui est un peu négligé, parce que j'ai des discussions un peu du même ordre au milieu du jeu vidéo. Il y a une espèce de prise de revanche liée aux cultures ludiques pop,
Je crois qu'il y a des enjeux financiers aussi, et donc du temps et donc, des enjeux de professionnalisation qu'on peut donner. Le temps, quand on est dans la recherche, on peut se professionnaliser ce jeu en faisant un objet de recherche et travailler dessus, mais il y a plein d'endroits où c'est compliqué. Et je crois que dans le jeu vidéo, les professionnels m'arrivaient à. Mais en fait, c'est parce qu'on a la légitimité qu'on a accès à des bourses, à des aides, à plein d'éléments qui nous permettent de travailler sur cette objet qui nous intéresse, et on consacre du temps et de l'énergie. Et de ce point de vue, je ne dis pas que c'est juste scientifiquement, mais je pense que c'est de fausses légitimations, ou des légitimations en fait, qui sont plus promotionnelles que scientifiques du loisir. J'ai l'impression que c'est très propre, pas que aux cultures ludiques, mais globalement aux cultures propres, au fur et à mesure qu'on essaye de rentrer encore plus des cultures ludiques. Moi je suis d'accord avec ce que tu as dit. Axiel, tu en penses quoi? Non, j'ai rien à dire. Bah oui, enfin, au final, oui, bah, il faut bien manger, mes bons dames et gens, hein, faut bien manger. Donc effectivement, la légitimation est nécessaire et justement, faut se poser la question peut-être aussi de quelle légitimité on donne à qui. Par exemple, quand 6 mois, enfin jusqu'à présent, tous les terrains que j'ai observés, c'était des GN où il fallait relativement être riche culturellement et ou financièrement pour participer. Donc, il y a un moment, en fait, à qui je donne la légitimité? À Légion, où il faut débourser quand même, je sais plus de 300 balles, ne serait-ce que pour accéder au GN. À qui je donne de la légitimité? À The Live Thriller, qui est un théâtre immersif à Paris, qui coûte à minima 50-60 balles pour participer. Et justement, en fait, les prochaines choses que je vais étudier, il faut que je rende beaucoup plus accessible pour avoir une diversité en termes de personnes interrogées, en diversité en termes de classe sociale, en termes de démographie, etc. Et c'est vachement important de se demander, quand j'observe tel truc, pourquoi j'observe, je sais pas, pourquoi j'observe Candoria alors que je pourrais observer Candoria, un Maslarp français tenu par plutôt des personnes privilégiées, j'ai l'impression, ensuite j'en sais rien, plutôt que de regarder un GN fait par une minorité dans un coin avec 3 bouts de carton. Et effectivement, il y a cette question d'impact de la recherche sur la légitimité qu'il faut se poser effectivement en pensant aux créateurs et créatrices marginalisés notamment. Donc merci d'avoir dit ça, c'est vrai. Et par ailleurs, même en termes de consommation, c'est-à-dire des jeux auxquels on s'inscrit, ça suffit pas de se dire ben je vais aller dans tel jeu qui est ultra cher parce qu'il y a des places moins chères. On est quand même en train de consommer une culture qui est une culture qui nécessite de l'argent, même si effectivement d'autres gens ont l'amabilité de partager cet argent-là pour que nous on puisse y aller. Et à mon sens, voilà, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut s'interroger. En de consommation de ludique, et y compris dans le jeu vidéo, finalement, quand on télécharge illégalement un jeu vidéo mainstream, on est quand même en train au moins d'encourager au moins en termes de représentation ce jeu-là, quoi. Ouais, Thomas, du coup. Juste une question rapide et pratique. Quand vous êtes participant et observateur, dans quel pourcentage du temps je kiffe le jeu versus je regarde tout le monde autour de moi? Comment vous partagez les deux? Est-ce que tu veux répondre, Michael? Je me tourne vers toi. Je sais pas si c'est de mon côté. Non, c'est ça. Raté. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je vais mettre mon cerveau en mode enregistrement. Et en fait, en sortant, je vais me poser devant un PC et lancer la file d'attente d'impression de mon cerveau. Et juste écrire de façon pendant plusieurs heures en fait jusqu'à ce que tout soit sorti de ma tête. Donc c'est pas une histoire de temps, truc, c'est vraiment je mets play sur l'enregistrement et ensuite j'essaie de. Ouais. Mais ouais. De la même manière, en fait, la question à se poser, c'est si jamais à quel point on veut être à l'intérieur, à quel point on veut être à l'extérieur. Si par exemple on veut participer, observer, c'est généralement pour pouvoir faire une participation totale.
c'est-à-dire ressentir ce que, pour citer justement Björn Lekam, la personne qui fait de la recherche en participation va pas seulement observer que les gens grelottent, elle va grelotter avec ces personnes. Et donc, en fait, si on a trop de recul, en fait, potentiellement, on va perdre un des intérêts de la participation, qui est de ressentir ce que les gens ressentent. Et notre corps, en fait, sert d'outil de mesure. Sachant que cet outil de mesure, on l'a dit, il est limité, mais quand on est scientifique en sciences humaines, en fait, on prépare cet outil de mesure, tout comme, je sais pas, des sportifs vont s'entraîner avant. Nous, on va s'entraîner effectivement à observer. On va s'entraîner à observer des choses en particulier. On va avoir des grilles d'observation dans la tête qui tournent en boucle. On va avoir également aussi le processus de distanciation auto-ethnographique, d'écrire tout ce qui nous est arrivé de manière à être capable de prendre du recul. On va avoir potentiellement le fait de prendre des photos, comme Jonaya Camper, préparer le GN à l'avance, les transformations qui je pense vont m'arriver, les transformations que je voudrais qu'il m'arrive, mon rapport à mon personnage, les changements que je vais faire sur mon personnage, et Camper a proposé de tenir des journaux dans chaque GN et de trouver une raison pour laquelle son personnage va tenir des journaux, de manière à le documenter de manière auto-ethnographique. Et donc, elle a des journaux en personnage. Et tous ces outils-là, en fait, on n'y va pas juste, je participe à un GN. Là, je participe à un GN la semaine prochaine, j'ai rien préparé. Soyons clairs, je ne vais pas l'utiliser pour aucune étude parce que il va peut-être un petit peu m'aider sur des points, mais je vais l'utiliser sur aucune étude parce que je serais trop pas préparé en fait. J'ai pas préparé d'outils, je me suis pas renseigné dessus, j'ai pas analysé ce que se sont dit les gens sur Facebook, etc. Donc les scientifiques, pour résumer, sont préparés à leur terrain. Ils ne viennent pas juste pour quelque part, j'allais avoir un argument qui est ils sont pas là juste pour jouer, mais quelque part c'est un outil de mesure qui est préparé à ce terrain-là. En tout cas, j'ai l'impression en tant que bébé de la recherche. Eh bien, merci. Nous allons désormais laisser la salle libre, en fait, je pense. C'était un peu bref du coup. Désolée. Merci. Merci, Mickaël. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser à Axiel. Désolé. Ou à demander à Axiel, Fabrice ou d'autres personnes nos adresses mail respectives pour qu'on puisse continuer ce dialogue, qu'on puisse écrire des choses ensemble, peut-être faire de la recherche ensemble, participative, ou pour un prochain bêta LARP ou pour autre chose. N'hésitez pas, nous, c'est des choses qui nous motivent beaucoup. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao, à plus. Et ouais.